Donc, bonjour à tous, on va débuter. Bienvenue à notre webinaire de lancement pour le projet AMCE conservé autrement. Avant qu'on entre dans le vif du sujet, je veux juste apporter quelques précisions par rapport à la présentation d'aujourd'hui. Donc, premièrement, juste une petite note là, pour les anglophones qui sont à l'appel. So, for the anglophones on the call joining us today, we have interpreters offering live translation for the presentation. You can access it simply by selecting the English channel in the interpretation button on your Zoom bar. You have a picture on the slide here to help you. If you need assistance accessing it, you can just simply write a comment in the chat. I think right now it's disabled. We're trying to fix it, but yeah, maybe raise your hand if you need assistance, and we'll see what we can do. So back to French. Deuxièmement, le webinaire est enregistré, il sera mis disponible sur notre site web peu après. On a décidé d'étaler le webinaire à 11h30, donc 30 minutes de plus que prévu. Mais inquiétez-vous pas, la présentation devrait durer juste environ une quarantaine de minutes comme prévu. C'est juste qu'on sait que vous avez beaucoup de questions. Là. On en a reçu plusieurs à l'avance de la présentation, donc on veut juste vous donner amplement de temps pour poser vos questions puis pour répondre à vos questionnements. Pour les questions, vous pouvez les poser au fur et à mesure. Donc, on a la fonction Q&R, en espérant qu'elle fonctionne. Elle fonctionne parfait. Fait que vous pouvez utiliser ce bouton-là puis mettre vos questions là. Ma collègue Marie-Michel va pouvoir répondre là au fur et à mesure pour faire avancer les choses puis pour passer le plus de questions possible à travers le webinaire. À la fin, vous allez aussi avoir l'option de lever la main. Si ça fonctionne encore là, on va s'assurer que ça le soit, pour poser vos questions de vive voix, puis on va faire une alternance là, entre la fonction Q&A, les questions en texte, puis les questions de vive voix. Pour ceux qui ne connaissent pas Nature Québec, on est un organisme national sans but lucratif, œuvrant à la conservation des milieux naturels et à l'utilisation durable des ressources depuis 1981. On est appuyé par un réseau de scientifiques et notre équipe mène des projets et des campagnes autour de 4 axes principaux. On a la biodiversité, la forêt, l'énergie et le climat, ainsi que l'environnement urbain. Notre organisme regroupe plus de 145 000 membres et sympathisants, sympathisantes, 30 groupes affiliés, et on est aussi membre de l'Union internationale pour la conservation de la nature, ou l'IUCN. Partout au Québec, on sensibilise, on mobilise, on agit en vue d'une société plus juste, à faible empreinte écologique et climatique, solidaire du reste de la planète. Pour ce qui est des introductions, je m'appelle Simon, je suis chargé de projet dans l'équipe biodiversité chez Nature Québec et je suis responsable de cette nouvelle initiative pour faire avancer la reconnaissance des AMCE au Québec. Et je suis accompagné aujourd'hui d'Anne-Sophie Evoy, qui est responsable des AMCE au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques de la Faune et des Parcs du Québec, ou le MLCCFP. Elle fera entre autres un survol des lignes directrices pour la reconnaissance des AMCE au Québec, là, et elle va être présente à mes côtés aussi avec sa collègue Audrey Vézina-Lavigne à la fin pour répondre à vos questions. Je tiens à remercier tout de suite Environnement et Changement climatique Canada ainsi que le ministère de l'Environnement du Québec pour leur support financier à travers le projet, entre autres dans le cadre du Plan Nature 2030, ainsi que tous les partenaires qui se sont impliqués jusqu'à maintenant et qui le seront dans les prochains mois, voire les prochaines années pour soutenir la conservation au Québec. Évidemment, à vous tous pour votre participation ce matin et pour votre intérêt pour les AMCE. Donc, la rencontre d'aujourd'hui vise principalement à vous donner un aperçu du concept des AMCE dans son ensemble, de faire un survol des lignes directrices qui sont propres au Québec, l'adaptation du concept au Québec, de vous présenter les objectifs du projet de Nature Québec spécifiquement et de l'accompagnement qu'on va vous offrir, notamment à travers la communauté de pratique. Et finalement, on présentera les étapes à suivre pour faire reconnaître votre ou vos sites à titre d'AMCE. Donc, ça, on a entendu souvent, plusieurs d'entre vous sont déjà familiers avec ça, mais avec le cadre mondial de la biodiversité Kunming Montréal qui a été établi en décembre 2022, ici même au Québec à Montréal, ce cadre-là avait mis en place 23 cibles mondiales pour la conservation de la nature pour renverser, entre autres, la perte de biodiversité, dont la cible 3, qui fait beaucoup parler, qui vise à conserver au moins 30% du territoire continental et marin d'ici 2030, aussi connu sous le nom de l'objectif 30-30. Aujourd'hui, je vous avise qu'on parle vraiment de conservation en milieu continental, donc pas marin pour l'instant, c'est vraiment juste en milieu terrestre et eau douce. Mais le Québec s'est engagé à atteindre cette cible-là, la cible 3, et pour ce faire, on a déjà les différentes catégories des aires protégées qui peuvent contribuer à cette cible-là. Mais avec le lancement des lignes directrices au début du mois de février cette année, on ajoute à ça les AMCE comme nouvel outil de conservation. Donc, c'est quoi une AMCE?
Je fais un rappel ici de la définition très large là, qui a été introduite en 2018 de la Convention sur la diversité biologique. L'acronyme AMCA, évidemment, fait référence aux autres mesures de conservation efficaces. Et une AMCA, on la définit comme étant une zone géographiquement délimitée qui n'est pas une aire protégée, donc autre qu'une aire protégée, qui est réglementée et gérée de façon à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la conservation de la biodiversité et peut inclure aussi des fonctions et services écosystémiques ou des valeurs culturelles, spirituelles et socio-économiques, le cas échéant, lorsqu'elles sont pertinentes pour les communautés locales. Okay? Donc, c'est une définition très large, mais de cette définition-là, on retient 4 critères de base. Le premier indique, vraiment comme la première aspect de la définition, c'est que l'aire ne doit pas être actuellement reconnue comme une aire protégée. Okay? Un site ne peut pas être à la fois une aire protégée et une AMCA. Il peut seulement y avoir un des deux statuts à la fois, tout simplement. Donc, le deuxième critère, lui, indique que l'aire doit faire l'objet d'une gouvernance et d'une gestion, ce qui inclut entre autres une délimitation géographique claire du site, comme les aires protégées, et doit être réglementée et gérée de façon à obtenir des résultats positifs et durables à long terme pour la biodiversité. Donc, à travers cette gestion-là, on identifie ce qu'on appelle des mécanismes en place qui sont efficaces, d'où le mot autre mesure de conservation efficace, qui assurent la conservation à long terme. Pour ce qui est du troisième critère, lui, il indique que le site apporte, entre autres à travers sa gestion dont on vient de discuter, une contribution durable et efficace à la conservation. Okay? Donc, il doit y avoir un lien clair entre les mécanismes efficaces que l'on a identifiés et les résultats obtenus pour la conservation de la biodiversité sur le site. C'est important aussi que le site en question ait mis en place des mesures pour répondre aux menaces existantes ou potentielles pour la biodiversité, encore là pour assurer l'aspect de long terme, de conservation à long terme. Les mécanismes qui sont en place puis qui sont liés directement à la conservation de la biodiversité doivent rester en place à long terme pour assurer vraiment la conservation à travers le temps. En terre privée, au Québec, on parle d'un minimum de 25 ans avec intention de perpétuité. Et en terre publique, on parle toujours de perpétuité. Donc, c'est vraiment ce qu'on veut dire par aspect de long terme. Ce qui est important ici, c'est que si on veut que les AMCA comptent dans le 30% de la cible 3 que j'ai mentionné plus tôt, il faut qu'on soit sûr que, premièrement, il y a bel et bien une valeur ajoutée du site à la conservation et on veut s'assurer que le site soit conservé à long terme parce qu'on ne veut pas faire du va-et-vient entre la reconnaissance de site et que la cible du 30% bouge constamment. On veut vraiment que ça soit stable à travers le temps. Et finalement, on a le quatrième critère qui indique tout simplement que la présence de services écosystémiques ou de valeurs socioculturelles et économiques peuvent davantage justifier la reconnaissance d'un site en tant qu'AMCA, selon l'importance aux communautés locales, comme je l'ai mentionné. On parle par exemple de capture et stockage de carbone, présence d'une source d'eau potable ou qu'il y ait présence d'une valeur importante, historique ou culturelle pour un site qui est à mettre en valeur. L'important avec ce critère-là, c'est tout simplement que la présence de ces services écosystémiques-là ou de ces valeurs-là n'entre pas en conflit avec la conservation des valeurs de biodiversité que l'on vise à conserver. C'est vraiment l'élément principal ici. Donc, ça, c'est vraiment les 4 critères de base pour l'éligibilité à la reconnaissance AMCA. Ça va évidemment plus loin que ça. Anne-Sophie va faire, entre autres, là, un bref passage à travers les lignes directrices plus en profondeur. Mais si le site répond à ces 4 critères de base-là, généralement, ça veut dire qu'on est dans la bonne direction. La différence principale, je ne sais pas si vous voyez ma souris, je pense que oui. Donc, la différence principale entre une aire protégée et une AMCA tourne surtout autour de la place que la conservation occupe dans les objectifs de gestion du site en question. Okay? Une aire protégée que vous voyez dans la section à droite du tableau, eh bien, est toujours conçue de A à Z avec la conservation en tête comme objectif principal. Et tout le système de gestion autour de l'aire protégée est établi autour de cet objectif-là. Okay? Tandis que les AMCA, que vous voyez dans la section de gauche, là, ma souris est un peu sensible, c'est un peu différent. On vient reconnaître en fait les modes de gestion qui sont déjà en place. Puis la conservation, c'est pas nécessairement l'objectif principal, ça peut l'être, mais on peut aussi parler de
excusez-moi, la conservation peut aussi être un objectif secondaire, voire même dérivé, ou ce qu'on peut appeler aussi non intentionnel. Un site pourrait avoir, par exemple, le récréotourisme comme objectif principal, mais à travers sa gestion, on réussit quand même à générer des bienfaits pour la conservation. Okay? Mais par la nature des activités qui ont lieu sur le site de récréotourisme, si on regarde cet exemple-là, eh bien, il ne serait pas nécessairement éligible pour devenir une aire protégée pour X ou telle raison. Donc, dans ce cas-là, la reconnaissance AMSA devient une alternative intéressante. Donc, c'est ça, pour l'AMCA, le système de gestion en place, il ne change pas, il n'y a pas de modification nécessairement qui est apportée, à moins qu'on veuille construire vers la reconnaissance AMCA. Mais par la reconnaissance, on vient supporter le système de gestion en place, voire même le peaufiner au besoin. Une petite note aussi dans le cas où un site serait éligible autant à la désignation d'aire protégée qu'à la reconnaissance AMCA, ce qui est définitivement possible, ce serait à l'autorité responsable du site de choisir quel statut répond le mieux à leurs besoins. Donc, quand on parle d'autorité responsable, ce qui est un terme qui va revenir souvent, ça peut être, c'est vraiment ceux qui sont responsables ou propriétaires du site. Donc, on parle de particuliers, des entreprises, des peuples autochtones dans certains cas, des gouvernements municipaux, etc. Donc, c'est vraiment l'autorité responsable de la gestion du site. Les AMCA, c'est un nouvel outil très récent, surtout au Québec, depuis seulement 1 mois, mais aussi à l'international. Donc, tellement qu'en date de 2023 seulement, on avait 9 pays qui avaient rapporté la reconnaissance des AMCA. Donc, sur le tableau, excusez-moi, ce qu'on voit, c'est la proportion du territoire protégé et conservé pour ces 9 pays, incluant le Canada. Encore là, je porte votre attention aujourd'hui seulement sur les colonnes vertes, vu qu'on parle de conservation en milieu continental. Mais en vert pâle, vous avez les aires protégées. Et je ne sais pas si vous voyez encore ma souris, mais en vert pâle, les aires protégées, et en vert foncé, les AMCA. Donc, il y en a quelques-unes déjà en Ontario, en Colombie-Britannique, entre autres. Donc, au Québec, on va maintenant pouvoir contribuer, nous aussi, à la cible 3 que vous voyez. Je vois pas ma souris, mais GBF Target 3, c'est le cadre mondial pour la biodiversité, donc c'est la cible 3 du 30-30. Donc, vraiment, l'objectif, c'est de contribuer à cette cible-là, autant avec les aires protégées qu'avec les AMCA. Nos défis au Canada et au Québec sont évidemment très différents là, de ceux que vous voyez sur le tableau avec l'Afrique du Sud et la Colombie ou tout autre pays, ce qui vient un peu justifier le besoin d'adapter le concept des AMCA localement, comme le Canada le fait, comme le Québec le fait, d'où le travail du MLCCFP là, autour de la rédaction des lignes directrices. Je sais que beaucoup de gens se sont posé la question là, à savoir c'est quoi la valeur ajoutée des AMCA, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas juste des aires protégées. Je vous présente ici quelques exemples des avantages d'avoir les AMCA dans notre boîte à outils pour la conservation qu'on peut avoir. Ça nous permet entre autres de reconnaître les efforts de conservation d'une panoplie d'acteurs. La conservation qui est gérée localement peut être très efficace, puis les AMCA, ça nous permet de supporter davantage ce genre d'initiative. Le processus est évidemment, si on compare au processus de désignation d'une aire protégée, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et flexible. Et c'est vraiment en utilisant les aires protégées conjointement avec les AMCA qu'on peut espérer atteindre la cible du 30% d'ici 2030, qui approche vraiment à vitesse fulgurante, comme vous le savez. Donc, une AMCA peut venir comme une aire protégée, agir comme un noyau de conservation. Ça peut être une zone tampon aux aires protégées, ou ça peut même agir comme corridor de connectivité à travers le territoire. Donc, ça a quand même vraiment une grande valeur. Pour les avantages, plus spécifiquement pour les individus ou les groupes qui obtiennent la reconnaissance, ça peut les avantager de différentes façons. Par exemple, ça peut aider à mettre en valeur les modes de gestion d'un site en question. Je reviens par exemple avec l'exemple du récréotourisme. Là, la reconnaissance vient un peu promouvoir le site en tant que tel pour ses valeurs naturelles, évidemment. Puis ça peut aider à stimuler, par exemple, davantage l'écotourisme du site ou voire même de la région. Okay? Ça peut aussi aider à conscientiser le public aux objectifs positifs de la gestion d'un site là, que ça peut avoir sur la conservation, malgré la présence de certaines activités que Anne-Sophie va adresser dans quelques minutes.
dépendamment des mécanismes aussi qui sont en place et du type de site auquel on a affaire, ben, ça peut apporter une protection légale quand même si on a, par exemple, une servitude de conservation. Ça, ce serait un des exemples, par exemple, d'un site qui aurait la conservation comme objectif primaire, mais qui est peut-être pas nécessairement éligible pour devenir une aire protégée. Donc, ça rentre un peu là-dedans. Donc, ça, c'est seulement quelques exemples, mais le fait de faire reconnaître votre site en dehors de votre contribution aux cibles nationales du 30% que j'ai mentionné, ça peut avoir des bénéfices selon qui vous êtes, le type de site que vous voulez vous conserver, vos intérêts, etc. C'est vraiment beaucoup du cas par cas. Les AMCA, on le répète beaucoup, ça va vraiment être du cas par cas, comme je l'ai mentionné. Donc, des cas de figure, on va vraiment avoir de toutes les couleurs. Pour l'instant, il n'y en a pas au Québec d'officiellement reconnu. On y travaille déjà, mais pour l'instant, je vous présente un cas là, très brièvement d'une AMCA ailleurs au Canada. On parle de la station biologique de l'Université Queen's en Ontario. C'est principalement un site de recherche. C'est un site en terre privée, évidemment, qui permet de contribuer à la conservation de la biodiversité. C'est une zone qui contient, entre autres, des forêts matures, des anciennes zones agricoles, des zones humides, des lacs, etc. Évidemment, il y a beaucoup d'espèces qui dépendent de tous ces habitats-là. Et le fait que c'est l'université elle-même qui possède cette zone et qu'il y a plusieurs programmes, autant pour les étudiants que pour les chercheurs qui dépendent vraiment de cette zone pour leur travail, en soi, c'est considéré comme un mécanisme efficace pour maintenir à long terme les modes de gestion qui supportent la conservation. Donc, entre autres, pour cette raison-là, j'y vais vraiment brièvement ici, mais entre autres, à cause de cette raison, à cause de ça, ça a été reconnu à titre d'AMCA. Je sais qu'il y a vraiment un besoin d'avoir des études de cas un peu plus claires, plus complètes. Là. Je vais y revenir plus loin quand je vais parler de la communauté de pratique, mais pour l'instant, je vous laisse un avant-goût avec ça. Je passe maintenant la parole à Anne-Sophie qui va faire un bref survol des lignes directrices qui va vraiment être votre guide de base pour préparer vos dossiers d'AMCA. Donc, Anne-Sophie, c'est à toi. Oui, ben premièrement, j'aimerais ça remercier vous remercier d'être avec nous ce matin. On me dit qu'il y a beaucoup de participants, donc merci beaucoup de prendre le temps de jaser AMC avec nous. Puis je voulais remercier Nature Québec d'avoir vraiment organisé le webinaire de A à Z. Là, donc puis aussi d'avoir prévu une traduction simultanée. C'est très apprécié, je suis sûre, de certains participants. Donc voici les lignes directrices. Puis bien qu'un cadre international existait déjà, là, qui était assez étoffé, c'est certain qu'on voyait en fait un besoin, là, une nécessité de mieux définir comment il serait interprété et mis en œuvre au Québec. Donc, Audrey et moi, on est vraiment réjouis là, d'avoir finalement publié le document, qui était d'ailleurs bien entendu là, par plusieurs d'entre vous. Donc, maintenant, le vrai travail dans le fond de reconnaissance va pouvoir débuter. Puis c'est la partie agréable, on s'entend. Donc, les lignes directrices, ben c'est un cadre, comme je disais, auquel on veut que les gens se réfèrent, mais ça reste un document qui laisse place à la créativité. Donc, on veut que le concept continue à évoluer au courant des prochaines années, puis au fur et à mesure que la vision commune, qu'on construit en fait une vision commune ensemble. Donc, dans les 2 dernières années, là, c'est des centaines, je pense, de partenaires puis d'organisations qui ont été rencontrés, soit en personne, vraiment en vis-à-vis, qui ont participé à des activités, des ateliers, ou même qui ont été sondés là, par courriel pour connaître leur point de vue sur la mise en œuvre des AMCA. On a aussi pu évidemment là, s'appuyer sur la littérature existante, des exemples venant d'autres pays. Puis on a fait des recherches, nos propres recherches en fait. Entre autres, là, grâce à la firme Habitat, on a une revue de littérature là, qui couvre le sujet des AMCA que vous allez pouvoir consulter via la boîte à outils sur le site de Nature Québec. Suite à cette portion-là qui était plus consultation, atelier, discussion, on est passé à la rédaction des lignes directrices. On a vraiment essayé d'intégrer le plus possible les commentaires puis les visions de tous les acteurs qui ont été mobilisés là, autour de la rédaction. Puis finalement, il y a eu des consultations interministérielles. Ces consultations-là ont été vraiment, vraiment pertinentes, en fait, parce que ça nous a permis d'assurer une adhésion autour du concept de la part des autres ministères. Comme vous savez, la cible de 30%, c'est une cible gouvernementale et non ministérielle. Donc, il faut s'assurer que tous les autres ministères vont être bien mobilisés autour de la mise en œuvre des AMCA.
Puis ça nous permet aussi d'avoir des gens autour de la table là, qui sont peut-être moins habitués, moins concernés normalement par les enjeux de conservation de la biodiversité, mais qui vont être extrêmement pertinents dans le cas des AMCE, vu que des fois, on touche à d'autres secteurs là, un petit peu plus inusités. Par exemple, le milieu plus forestier, agricole, on va aller chercher des entreprises. Donc, voilà, ça a été vraiment intéressant d'avoir ces multiples discussions-là. Et au courant des discussions, ben, on a confirmé la pertinence des AMCE pour le futur de la conservation au Québec. Il y a clairement des belles opportunités existantes là, qu'on doit faire connaître, qu'on doit bonifier, puis on a hâte de les faire rayonner là, pour la suite. Donc, bien que je vous invite fortement à aller lire par vous-même les lignes directrices, c'est sûr que là, je fais vraiment un bref survol. Je tenais quand même à ce qu'on regarde certains éléments clés là, qui sont contenus dans le document. Donc, Simon, il a fait une belle introduction. Là, dans le fond, il y a différentes portions de la définition de l'AMCE qui sont reprises puis qui sont décortiquées dans un tableau dans les lignes directrices. Mais il y a une section ensuite qui suit, qui fait des précisions additionnelles pour venir compléter l'information sur certains critères de reconnaissance qui, pour nous, là, étaient un peu plus corsés puis qui méritaient d'aller un peu plus profondément puis répondre aux questions qui sont soulevées. Donc, je vais en couvrir quelques-uns. Là. Premièrement, il y a une zone reconnue devrait avoir au moins une valeur importante en matière de biodiversité. Fait qu'on a listé ces valeurs-là, dans le fond, dans les lignes directrices. Puis vous allez voir que c'est assez varié, donc ça offre plusieurs opportunités de mettre en valeur des sites qui ne sont peut-être pas avec les aires protégées. Donc, tu sais, ça peut être évidemment là, des espèces et habitats rares, menacés ou en danger, des écosystèmes qui sont juste représentatifs, donc naturels évidemment et représentatifs, des zones à haut niveau de naturalité qui peuvent être caractérisées par la présence d'espèces indigènes, certaines zones clés pour la biodiversité, par exemple des zones d'agrégats importants d'espèces ou des zones de migration, de frais, ce genre de choses-là. Et des aires importantes pour la connectivité, puis vraiment venir compléter un réseau de conservation dans le paysage terrestre, dans ce cas-ci. Donc, vous pourrez aller voir la liste plus complète, là, mais ça, c'est des exemples. Ensuite, la conservation, ben, elle doit être assurée à long terme. C'est aussi, Simon, il a fait allusion, là. L'intention doit vraiment être que les AMCE reconnus soient maintenus de façon permanente et que les mécanismes en place qui génèrent des résultats de conservation sur la biodiversité du site ne puissent pas être facilement inversés ou modifiés. Donc, pour assurer une cohérence avec les directives internationales, les AMCE en terre publique au Québec devront être reconnus dans l'intention que l'AMCE soit conservée à perpétuité, alors qu'en terre privée, le mécanisme là, devra permettre de conserver le territoire pendant au moins 25 ans, mais l'intention doit être la même, qui est de conserver à perpétuité. Puis là, on en vient au mécanisme de gestion efficace, qui, selon moi, est un peu le nerf de la guerre. Là. Donc, dans un processus de reconnaissance d'une AMCE, l'évaluation doit être fondée sur les moyens et les pratiques de gestion qui sont déjà en place. Donc, on regarde vraiment ce qu'il y a sur le site en ce moment, ce qui permet de le conserver. Ça veut dire que le propriétaire ou les autorités responsables de la gestion du territoire, ils doivent avoir l'autorité de faire respecter un régime d'usage pour assurer la conservation de la biodiversité. Donc, par autorité, qu'est-ce qu'on veut dire? Bien, on veut dire qu'il faut qu'il y ait une capacité légale ou réglementaire de cette entité-là de faire respecter des activités qui vont être en accord là, avec la conservation de la biodiversité. Fait que là, encore une fois, ben il y a des exemples dans les lignes directrices que je ne vais pas nommer parce que ça fait beaucoup, mais les possibilités sont multiples. Puis des fois, la superposition de mécanismes appropriés, elle va être nécessaire pour permettre d'assurer là, directement ou indirectement la conservation. Puis ça va être grandement variable en fonction du contexte qui est propre à la zone traitée. Tu sais, qu'on parle d'une zone qui est en terre privée versus terre publique, dans le sud, dans le nord. Donc, voilà. Fait que les moyens, dans le fond, ils peuvent englober, entre autres, des règlements, des lois ou des ententes qui vont venir, comme on disait, là, restreindre les activités permises. Ça peut être des collaborations bien établies avec des organismes ou des autorités qui, eux, possèdent l'expertise de favoriser l'atteinte d'objectifs de conservation sur le territoire. Une collaboration pour laquelle, évidemment, là, il doit y avoir une description des rôles et des responsabilités de chacun des partenaires clairement définis. Ça peut être des systèmes décisionnels qui encadrent l'autorité dirigeante dans ses responsabilités à conserver les valeurs de biodiversité. Par exemple, un conseil d'administration, des tables consultatives, etc. Ou bien l'inscription de la zone dans des outils de planification régionale, politique d'aménagement municipal, ce genre de choses-là. Puis finalement, ben évidemment, l'utilisation de plans. Donc, c'est bien beau d'avoir des mécanismes, mais si on ne planifie pas la gestion, ça ne veut pas dire que ça va durer.
Donc, des plans de gestion, de conservation, des plans pour le financement des activités liées à la conservation. C'est toutes des choses qu'on va regarder comme étant des mécanismes efficaces. Finalement, on arrive aux activités. Oh, pardon, oui, c'est bon. Excusez, j'ai un petit problème avec mon document qui n'a pas suivi. Voilà. OK. Donc, finalement, les activités dites compatibles, elles doivent être contrôlées et les activités qui risquent d'être incompatibles doivent être exclues. Donc, il y a une petite nuance ici avec les aires protégées. Donc, les activités dans une AMICE ne sont pas permises ou interdites parce qu'on n'a pas un régime nécessairement d'autorisation classique comme auquel on peut être habitué. Donc, une activité elle peut être jugée compatible ou incompatible en déterminant si elle soutient la conservation de la biodiversité, si elle n'a aucun impact sur celle-ci ou encore si elle a un impact négatif. Fait que nous, dans le cadre d'un processus d'évaluation, ce qu'on veut regarder, c'est est-ce que les activités sont prises en compte en fonction des répercussions qu'elles ont sur la biodiversité du site, l'étendue des répercussions, la probabilité des répercussions, puis les moyens qui ont été mis en place ou la capacité là, de mettre des moyens en place et la volonté des décideurs de gérer les répercussions à long terme. Fait que vous voyez qu'il y a quand même un peu plus de nuances de ce côté-là. Puis malgré le fait que ce soit du cas par cas, on a quand même essayé de dresser une liste là, non exhaustive d'activités qui sont susceptibles d'être compatibles si elles sont gérées et une liste d'activités qui semblent incompatibles là, à l'atteinte de résultats positifs pour la biodiversité. Donc, vous pourrez aussi regarder ça dans les lignes directrices. Finalement, je trouvais important aussi là, de parler des considérations générales qui concernent la transparence puis l'équité du processus de reconnaissance. Puis ça, c'est discuté à travers, je pense, les lignes directrices, pas nécessairement dans une section. Fait que certains éléments liés à l'éthique, là, premièrement, on a le consentement des propriétaires, des autorités responsables, qui est obligatoire, dans le fond, pour que le site soit reconnu comme une AMICE. Donc, nous, on va vraiment s'assurer d'avoir obtenu ce consentement-là. Puis d'ailleurs, Nature Québec fournit là, comme outil un formulaire déjà pré-rédigé qui peut être signé par l'autorité responsable du site pour venir soutenir votre proposition si vous n'êtes pas évidemment le propriétaire ou l'autorité responsable. Ensuite, c'est sûr que la concertation, la participation des parties prenantes est extrêmement importante pour monter vos projets. C'est un peu incontournable en fait. Là. Vous ne serez pas capable d'obtenir toutes les informations nécessaires à l'analyse de la zone si vous n'avez pas impliqué vos parties prenantes. Donc, et il faut que ce soit continu suite à la reconnaissance, évidemment. Ensuite, ça c'est important, la reconnaissance d'un site ne vise pas à changer là, la propriété, la gestion ou l'utilisation du site. Donc, nous, on veut supporter l'entité de gestion qui est déjà présente pour maximiser les bienfaits pour la biodiversité, mais il y a pas de la reconnaissance en elle-même n'ajoute pas une couche légale. Donc, on vient reconnaître des mécanismes existants. Fait que ça, c'est bien important de savoir que c'est ça. On ne va jamais forcer personne à changer les activités ou à changer de propriétaire, par exemple, si la zone est reconnue. Et c'est volontaire, évidemment. Donc, je conclue en mentionnant qu'il y a beaucoup de différentes initiatives en cours au MLCC-FP. Je sais que des fois, les gens sont un peu mélangés, là, ça sort de tous les côtés. Mais je vous assure qu'avec les AMCE, on se tient vraiment, vraiment bien au courant du développement des autres dossiers qui sont connexes. Entre autres, l'appel à projet d'aires protégées en terre publique méridionale, puis l'analyse des propositions d'aires protégées qui ont été faites là, dans le cadre de l'appel à projet. Puis bon, plein d'autres dossiers comme le projet de loi 81, le programme de financement accélérer la conservation dans le sud du Québec qui va permettre de financer certains projets d'AMCF. Puis le développement des autres statuts à usage multiple d'aires protégées, catégorie 5 et 6, comme les paysages manisés et les aires protégées d'utilisation durable, et d'autres concepts là, qui sont vraiment plus au stade de l'amorce, comme les mesures de conservation complémentaires. Donc voilà, c'est ce qui finit mon allocution. Fait que merci beaucoup, Simon, de m'avoir passé la parole. Merci Anne-Sophie. Donc, à travers la durée du projet, notre équipe à Nature Québec va être là pour vous accompagner à travers le processus de reconnaissance. On y arrive, je vais tout vous montrer ça. Mais c'est ça, pour ce projet, on va vraiment accepter toutes les propositions dans toutes les régions du Québec, incluant le nord du Québec. Et plus précis... Oh, excusez-moi.
Voilà. Plus spécifiquement, ce qu'on tente de faire, c'est de rassembler les intervenants d'une variété de secteurs. Comme on l'a mentionné, c'est l'avantage des AMC, c'est qu'on peut aller vraiment chercher large. Aujourd'hui même, il y en a parmi vous qui sont du milieu municipal, forestier, agricole, il y a des OBNL, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir vous former, vous accompagner puis vous supporter autour des AMC pour que vous puissiez vraiment identifier des sites potentiels dans vos régions, de votre côté, puis être en mesure de faire les démarches pour déposer vos projets. Mais nous, on va être là pour vous accompagner dans tout ça au besoin. Entre autres, vu que les AMC, c'est vraiment un concept nouveau, puis qu'il va continuer d'y avoir là, inévitablement beaucoup de questions. Je suis sûr que vous en avez déjà beaucoup. Et bon, tout dans le contexte de vouloir favoriser l'apprentissage et le partage d'expériences autour des AMCA, nous, on a créé une communauté de pratique qui va être animée par ma chère collègue Marie-Michel, que vous voyez ici. Donc, à travers ça, on veut vraiment s'assurer que tout le monde maîtrise bien le concept des AMCA pour faciliter le processus de reconnaissance. Puis on espère qu'à travers ça, vous allez avoir aussi un support là, qui vous sera utile à vous. Donc, les séances de communauté de pratique vont servir entre autres à mieux comprendre les critères pour les AMCA, les lignes directrices, c'est quoi les pratiques qui peuvent être compatibles avec une AMCA, etc. Puis de vous présenter des ressources qui vont être mises à votre disposition à travers le projet selon vos besoins qui vont être identifiés. Je sais qu'il y en a qui connaissent peut-être moins en conservation, justement, mais je pense que vous avez quand même tous et toutes quelque chose à apporter quand même. Que ce soit tout simplement vos connaissances de comment les municipalités fonctionnent, ou peut-être vous connaissez bien le milieu forestier ou agricole, etc. Donc, on veut vraiment que la communauté de pratique soit utile pour tout le monde intéressé par les AMC, puis pas juste ceux qui travaillent spécifiquement en conservation. Et je vais être vraiment clair, vous avez vraiment tous et toutes une valeur ajoutée à cette communauté-là. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire puis à participer aux séances puis voir comment ça peut vous bénéficier, vous. J'aurais bien aimé ça vous donner une date là, pour la première séance. Il y a eu des changements de dernière minute hier même. Là. Donc, ce que je vous demande, c'est juste si vous êtes intéressé, inscrivez-vous à l'infolettre de la communauté de pratique. Vous allez recevoir une invitation aussitôt qu'il va y avoir une date et un sujet d'établi. Donc, vous devriez, là, je ne sais pas si le chat fonctionne, là, mais c'est sur notre site web, vous allez le recevoir, le lien, vous allez recevoir un courriel après le webinaire avec toutes ces informations-là. Puis il va y avoir un sondage aussi qui va être partagé là, pour identifier c'est quoi vos besoins, c'est quoi que vous voulez obtenir comme support, comme accompagnement à travers la communauté de pratique. Puis nous, on va essayer de déterminer des séances qui vont être vraiment utiles pour vous. À travers la communauté de pratique aussi, vous allez avoir accès à une boîte à outils pour vous aider dans la construction de vos dossiers. Ça va inclure, entre autres, des documents de référence, des exemples de sites qui vont être éventuellement reconnus, des fiches informatives sur la conservation, puis d'autres outils encore là qui vont être développés selon les besoins que vous identifiez. C'est bon? Je passe maintenant au processus de reconnaissance. J'y vais très rapidement ici, question de sauver du temps, là, parce que je le reprends à la diapo suivante. Mais dans le fond, ça, c'est le processus de base pour faire reconnaître votre AMC. Ça commence évidemment avec le dépôt, l'obtention du consentement comme Anne-Sophie l'a présenté. Après ça, le site est évalué. Ensuite, il est soumis au MSSFP. Ils font une évaluation finale, puis si c'est accepté, ils l'ajoutent au registre des aires protégées des AMC du Québec, qui a récemment été modifié. Donc, je reprends un peu vraiment la même image, mais ajusté un peu pour voir c'est quoi le rôle de Nature Québec spécifiquement dans tout ça. Donc, vous voyez en haut, ça commence avec les porteurs de dossiers. Ça, c'est vous. Donc, la première étape, c'est évidemment d'identifier un site qui vous intéresse, que vous désirez faire reconnaître. Vous en faites une évaluation de base, OK? C'est-à-dire, est-ce que c'est une aire protégée déjà, oui ou non? Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour la conservation? Est-ce qu'il y a des mécanismes en place, etc.? Vous construisez votre dossier de base, si on veut. Puis, en fonction des informations que vous avez et des lignes directrices, eh bien, vous remplissez le formulaire de dépôt. J'y arrive à la prochaine diapo, je vous promets. Ensuite, nous, dans le fond, on reçoit votre demande à travers ce formulaire-là. On en fait une évaluation préliminaire, tout simplement à savoir est-ce que toutes les questions sont répondues, est-ce qu'il manque des informations, est-ce qu'il manque des documents. Puis c'est là qu'on identifie si vous avez besoin d'un accompagnement spécifique. Puis il va y avoir une section dans le formulaire là, à cet effet si vous voulez exprimer ce besoin-là spécifiquement. Fait que si vous avez besoin d'accompagnement ou qu'il manque des informations, on entre en contact avec vous tout simplement, puis on vous assiste dans tout ça pour vraiment compléter votre dossier, puis que ce soit un dossier exemplaire.
Une fois que c'est complet, on fait une analyse en profondeur, OK, avec tous les documents qu'on a, et on émet des recommandations pour le MSCCFP. Donc, au besoin, si jamais on a besoin d'un avis externe, on va faire appel à notre réseau de spécialistes. Si c'est un cas plus particulier, plus technique, question d'avoir un deuxième ou un troisième avis. Et dans le cas où un site serait qu'on ne recommanderait pas un site au MSCCFP, évidemment, avant d'envoyer le dossier au MSCCFP, on va travailler avec vous pour réviser les documents, voir si on peut apporter des modifications, par exemple à la gestion du site ou voir comment on peut obtenir les documents justificatifs qu'on a besoin. OK? Ce genre de situation-là, ça nous intéresse beaucoup parce que si un site n'est pas tout à fait complet, ben c'est là qu'on va pouvoir venir le peaufiner, l'ajuster, puis c'est là qu'on obtient des gains vraiment intéressants pour la conservation. Mais dans tous les cas, nos recommandations vont se rendre au MSCCFP, qu'elles soient positives ou négatives, et c'est vraiment le ministère qui prend la décision finale à reconnaître ou non un site à titre d'AMCA. Donc, une fois que le MSCCFP reçoit les dossiers, ils en font une évaluation finale, ils prennent leur décision, et si le site est accepté, ben, il est tout simplement ajouté au registre, comme je l'ai mentionné. Comme promis, on passe au formulaire de dépôt. Je sais que c'est le gros morceau, là. Donc, ce formulaire-là, outre les lignes directrices, bien sûr, ça va vraiment être votre outil de base pour construire votre dossier. OK? Je tiens à clarifier tout de suite que lorsque vous soumettez ce formulaire-là, c'est pas un dépôt final. OK? Ça, c'est très important à savoir. Je veux pas vous intimider avec ce formulaire-là. C'est vraiment s'il manque des infos, si votre soumission en fond n'est pas complète, nous, on va vous contacter, on va vous accompagner, on va vous aider dans tout ça. Donc, ce qu'on vous demande avec ce formulaire-là, c'est de répondre au mieux de vos connaissances aux questions qu'on pose. Okay? Donc, on va le passer en revue ensemble dans quelques secondes, mais l'objectif avec ce formulaire-là, c'était vraiment de faciliter le plus possible le processus de reconnaissance pour tout le monde. On a une version web disponible dès maintenant sur notre site web dans la section outils et documentation. Je pense que c'est disponible un peu plus aussi dans le site web. C'est la version qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Il va y avoir une version PDF imprimable, remplissable, qui va être disponible bientôt. Je sais qu'il y en a qui l'ont demandé. Ça va être plus facile pour ceux qui veulent remplir plusieurs demandes d'un coup, là. Mais pour vos premières soumissions, moi, je recommande fortement d'utiliser la version web parce que ça va vraiment vous guider dans la réflexion à savoir c'est quoi les informations que vous avez besoin, s'il manque des trucs, ou si si vous cochez par exemple un critère que normalement, mettons, votre site c'est retrouvé à l'intérieur d'une aire protégée, ben là c'est il va y avoir une petite note qui va dire normalement ça ne devrait pas cadrer en tant qu'AMCE, fait que vérifiez vos trucs, assurez-vous que tout est beau. Fait que ça devrait vous aider dans tout ça. Après, je vais arrêter le partage d'écran. On va y aller ensemble. Une seconde. Voilà. Oh. Bon, là, c'est moi qui le vois pas. Ce sera pas bien long. Est-ce qu'on voit le formulaire? OK. Donc, vous atterrissez, dans le fond, avec le formulaire sur cette page-là, c'est la page d'introduction. Ça vous donne un peu de contexte, là, tout simplement. Entre autres, là, on clarifie que les questions sont obligatoires, mais répondez juste au mieux que vous pouvez. Ça n'a pas besoin d'être complet. Si vous avez besoin d'aide, vous pouvez nous contacter à tout moment ou vous pouvez soumettre le formulaire tel quel, puis nous, on va vous contacter pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Quelques clarifications ici. Je voulais laisser les lire pour pas prendre trop de temps. Je vais juste déplacer ma barre Zoom ici. Première section, tout simplement, c'est qui êtes-vous? On veut tout simplement savoir vos informations pour qu'on puisse vous contacter une fois que vous soumettez le formulaire. Donc, c'est tout simple que ça. La section 2, c'est les informations générales du site, à savoir est-ce que c'est une aire protégée, est-ce que c'est à l'intérieur, est-ce que ça chevauche, etc. Est-ce que le site se trouve en terre privée, terre publique? Si le site se trouve en terre privée, est-ce qu'il est déjà dans le répertoire du RMN? J'y reviens dans quelques minutes. Là, les identifications, tout simplement, dans quelle région administrative, municipalité, c'est quoi la superficie du site, etc. Et c'est là qu'on va parler, dans le fond, de cartographie. Donc, j'ai mentionné qu'un des critères principaux, c'est que le site doit être délimité. Donc, vous pouvez répondre à cette question-là, puis ajouter vos documents justificatifs aux besoins, donc vos shapefiles ou peu importe. À la section 3,
On parle de la gouvernance du site, donc à savoir c'est qui les autorités responsables, qui est un aspect très important comme on l'a présenté. C'est quoi le rôle des autorités responsables, c'est quoi votre lien par rapport au site. Puis là, c'est ça, c'est est-ce que vous avez obtenu le consentement ou pensez obtenir le consentement? Si oui, vous avez l'espace ici pour déposer le formulaire. Le formulaire de consentement, en passant, il est sur notre site web. En français, je pense en anglais, il n'est pas encore, mais ça s'en vient. Donc, c'est un PDF là, remplissable, très facile à utiliser. Ça peut se faire par courriel très facilement. Et la grosse section, c'est vraiment la plus importante, là, je pense, c'est l'évaluation des moyens de conservation du site. Donc, c'est là qu'on va évaluer c'est quoi les valeurs de biodiversité qui sont présentes sur le site. Donc, ça, c'est la liste ici, la question 4.1 qui est reprise telle qu'elle dans les lignes directrices. Vous avez de l'espace pour déposer vos documents justificatifs, comme à l'habitude. Vous avez de l'espace pour décrire le site, indiquer c'est quoi les activités qui ont lieu sur le site, si elles sont compatibles ou non avec la biodiversité selon vos arguments. Donc, toutes ces questions-là, par la suite, on rentre dans les mécanismes. Donc, vous avez les catégories générales. Donc, est-ce que c'est des règlements, des lois ou des ententes? Puis à la question suivante, vous pouvez préciser, dans le fond, c'est quoi les mécanismes en tant que tels. Et donc, c'est ça. En gros, c'est vraiment cette section-là qui est un peu plus robuste. Mais si cette section-là est complète, normalement, là, vous devriez être dans la bonne direction parce que c'est vraiment la plus importante. Et ensuite, vous avez la section 5, qui est optionnelle. C'est vraiment juste pour savoir si vous avez des besoins spécifiques en accompagnement, vous pouvez les préciser ici. Puis sinon, vous pouvez mettre des commentaires pour améliorer le formulaire. C'est vraiment une première ébauche du formulaire, là, un peu comme les lignes directrices. Ça peut être ajusté selon vos besoins. Si on voit que c'est trop difficile d'usage ou c'est trop lourd ou peu importe, on peut voir ce qu'on peut faire pour l'ajuster. Si vous avez des commentaires, si vous voulez dire merci Simon, par exemple, ben, vous pouvez le mettre là. Ça va me faire plaisir. Ensuite, vous avez votre message de remerciement. Nous, on reçoit ça et par la suite, on commence notre processus, tout simplement. Je vais arrêter le partage et je vais repartager mon PowerPoint. Ça marche? Parfait. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, la période de questions s'en vient. Juste faire quelques clarifications avant la fin. Donc, petite note importante, si vous êtes ou vous représentez une communauté ou une organisation des Premières Nations du Québec, vous pouvez contacter directement l'IDD-PNQL. Puis eux, ils vont pouvoir vous aider dans la construction de votre dossier et vous accompagner. On travaille de près là, avec eux pour ce projet-là. Vous pouvez nous écrire à nous directement aussi si vous préférez. Généralement, on va quand même, selon la situation, on va peut-être les contacter quand même pour avoir leur avis, tout ça. Et pour ceux qui travaillent déjà étroitement avec le réseau des milieux naturels protégés, le RMN, vous pouvez continuer de le faire. Juste vérifier avec eux si vous êtes déjà, par exemple, en démarche pour déposer un site sur le répertoire, que vous assurez que pour le processus de reconnaissance AM6 se fasse rapidement et efficacement, de juste vérifier avec eux, ils en sont où, comment ça va fonctionner. C'est juste que l'ajout d'un site au répertoire du RMN et la reconnaissance AM6, ça reste deux processus distincts. Donc voilà, juste pour éviter la confusion, juste écrire à eux directement pour s'assurer que tout se fasse fluidement, tout simplement. Sur notre site web, il y a des ressources additionnelles qui sont disponibles. Il va y en avoir d'autres à travers le temps. Donc, si jamais vous avez des questions par rapport aux AMC en général ou vous voulez creuser plus loin, il y a ces 3 documents-là que vous voyez à l'écran. C'est des exemples. C'est des documents, dans le fond, de Habitat et de l'IUCN qui peuvent vous aider dans tout ça. Mais il y en a d'autres. Je l'ai dit, on va en rajouter selon vos besoins, entre autres, là, à travers le projet. Le formulaire de consentement, entre autres, se retrouve dans cette section-là. Outils et documentation, c'est en bas de la page, en fait. Là. Puis le formulaire de dépôt aussi peut se trouver à cet endroit-là. La version PDF va se trouver, entre autres, là, pour le formulaire de dépôt. Pour ce qui est des prochaines étapes, bon, à la fin du webinaire, si vous n'êtes pas déjà inscrit à l'infolette de la communauté de pratique, puis si ça vous intéresse, ça va être une des premières étapes parce qu'on va annoncer là, bientôt la première séance qui je pense va être très pertinente là, pour tous. Puis le gros morceau, évidemment, c'est de vous familiariser avec les lignes directrices là, pour la reconnaissance des MCE, le document pour lequel Anne-Sophie a fait un survol plus tôt. Et pour la suite, le projet est officiellement lancé, donc vous pouvez commencer à identifier des sites potentiels, commencer à construire vos dossiers, remplir les formulaires, faire les soumissions, nous contacter si vous avez des questions.
Donc, c'est ça. Nous, on est là pour vous accompagner vraiment à travers le processus. On a des partenaires avec qui on travaille qui peuvent vous aider localement dans certains cas. Puis sinon, il y a toute l'information sur notre site web. Je mets les informations ici. Donc, vous avez le site web, notre adresse courriel pour nous rejoindre, numéro de téléphone au besoin. Donc voilà, je sais que ça fait beaucoup d'informations, tout ça, là, en peu de temps. Donc, on va s'en tenir à ça pour l'instant. Certains d'entre vous avaient envoyé des questions au préalable, là, donc je vais en répondre quelques-unes. On va faire une alternance, comme j'ai dit, entre ceux qui lèvent la main en espérant que ça fonctionne, puis la fonction de Q&R. La main, ok, ben, on me dit que lever la main, ça fonctionnera pas. Très désolé pour ça, pour le problème technique. Fait que, on va essayer de répondre au plus de questions possibles. Puis c'est ça. Sinon, adresse courriel, on peut répondre à vos questions à travers ça. Je vais avoir Anne-Sophie aussi, puis Audrey avec moi là, à mes côtés pour répondre à tout ça. Donc, je pense que on va commencer avec les questions. J'en avais quelques-unes là. Faut juste que je sorte ça. Donnez-moi 2 secondes. Là, je vois pas mon truc. Ce sera pas bien long. Ouais. Non, ce que je l'ai ici. Voilà. OK. Fait que je vais essayer de faire un après l'autre. Ça risque de pas être trop très facile. Si tu peux voir aussi si ça peut fonctionner, lever la main, là. Ça se peut qu'on. Je sais pas si on va être capable. Bon, donc des questions qui ont été soumises à l'avance. Là. Il y a quelqu'un qui demande est-ce que les terrains approuvés par le répertoire métropolitain des initiatives municipales de conservation de la CMM seront reconnus comme AMCA? Normalement, les sites devraient être soumis individuellement à travers le formulaire que j'ai présenté. Si vous avez des dizaines de sites là, qui sont tous similaires, ils ont toutes les mêmes valeurs de biodiversité, ils ont tous les mêmes mécanismes, peu importe, peut-être juste nous écrire là, à notre adresse courriel amca@naturequebec.org, on peut le mettre dans le chat. Puis on va discuter ensemble de tout ça, mais généralement, quand c'est des cas plus complexes de même, c'est normalement une AMCA, c'est un propriétaire ou une autorité responsable. Sinon, il faut qu'il y ait une entente là, entre plusieurs propriétaires ou autorités pour faire reconnaître un site. Puis il faut que les mécanismes soient stables à travers le terrain visé, tout ça. Donc, ça peut être un peu plus complexe. Mais généralement, s'il y a déjà des sites dans le répertoire métropolitain des initiatives municipales, tout ça, là, n'importe quel autre répertoire, il faut quand même faire la demande à MCA officiellement là, à travers le répertoire, à travers le formulaire, excusez-moi. Je vais prendre une question dans le Q&A. Là, je sais qu'il y en a qui ont fait quelques commentaires. Oui, c'est ça. Puis sinon, il y en a qu'on a répondu aussi. Je ne sais pas si tu vois celles qui ont été répondues. Celles qui sont répondues, ouais, je les vois, ils ont été tassées. Fait que je vais passer à Louis Hébert. Donc, bonjour, je suis écologue français et immigre bientôt au Canada. Les AMCA sont assez peu développés à ma connaissance par ici, à la différence d'un fonctionnement de type compensation pouvant être développé au cas par cas. L'objectif est assez similaire avec une protection plus ou moins importante d'un habitat / site géographique, que ce soit pour une ou des espèces ou un habitat naturel, tout en maintenant un fonctionnement économique autre. Ces deux pratiques sont-elles similaires ou bien même complémentaires? Existent-elles toutes deux au Canada où seuls les AMCA sont utilisés? Anne-Sophie, tu peux peut-être répondre, je peux peut-être compléter par la suite si jamais, si ça te va. Oui, je suis pas familière avec l'initiative française là, dont il est question. Je peux peut-être juste dire que c'est vrai que les AMC ont l'objectif, en fait, de pas nécessairement limiter les autres activités dans la zone. Comme on disait, il peut y avoir des objectifs principaux qui sont pas nécessairement la conservation de la biodiversité, qui peuvent être des activités qui sont économiques, là, que ce soit récréotourisme, activités forestières à faible impact, activités agricoles, peu importe, là. Donc, bon, après, c'est ça, je suis pas capable de dire si c'est vraiment la même chose qu'en France, mais je pense que c'est des initiatives qui se ressemblent, si je comprends bien. Anne-Sophie. Anaïs demande si un mécanisme de conservation pour 25 ans doit être mis en place. Est-ce que cela veut dire que les règlements municipaux ne sont pas considérés comme suffisants? Est-ce qu'un parc protégé par le règlement de zonage pourrait être reconnu? Anne-Sophie? Oui, mais c'est intéressant. Je pense que ça fait aussi le lien avec la question par rapport au répertoire là, de la CMM qui ont établi des critères, en fait, que nous, on trouve super intéressants et pertinents, qui rendraient un site municipal, dans le fond,
accessible là, à la reconnaissance. Puis effectivement, tu sais, juste un zonage, c'est pas assez. Donc nous aussi, on va demander peut-être un peu plus en fait. Donc premièrement, on voudrait que le terrain soit propriété là, dans son ensemble de la municipalité ou par exemple de la communauté métropolitaine, que ce soit inscrit au schéma d'aménagement, puis qu'il y ait aussi zonage de conservation là, au plan. Donc c'est plusieurs couches qu'on regarde comme ça. Encore mieux s'il y a déjà un partenariat avec un organisme de conservation local pour faire la gestion du site et ce genre de choses-là. Fait que effectivement, là, ça se peut qu'on demande un petit peu plus que ça. Mais je vous invite vraiment à aller regarder ce que la CMM a mis en ligne dans son répertoire. Ça veut pas dire que tous les sites qui sont inscrits au répertoire de la CMM vont finir par être des AMCA, mais je pense qu'ils ont donné un bel exemple de ce qui serait un mécanisme efficace dans un contexte municipal pour conserver à long terme une zone. Merci. On a une question, je la résume ici, là, dans le fond, c'est une question par rapport à terrestre versus marin. Est-ce que c'est envisagé à moyen long terme d'inclure le territoire marin? La réponse est oui. Je pense que les lignes directrices, tu peux compléter Anne-Sophie, là, mais je pense que les lignes directrices sont présentement en travaux. Fait que ça s'en vient, mais pour l'instant, on parle vraiment juste de territoire continental. Anne-Sophie, tu veux-tu compléter ou? Ouais, c'est ça. Ben, en fait, on laissait un peu les choses aller du côté marin juste parce qu'on ne sait pas encore si l'outil est pertinent et serait un ajout intéressant avec les aires marines protégées qui sont déjà en train d'être développées. C'est un contexte légal qui est complètement différent en milieu marin. Donc, on laissait vraiment les gens qui travaillent présentement en milieu marin mener le dossier. Il risque d'avoir effectivement là, des lignes directrices qui vont être développées si on juge que le concept est un plus pour la conservation en milieu marin. Et puis si c'est le cas, ce sera pas avant 2027 que les lignes directrices vont sortir. Donc, c'est ça pour le milieu marin. OK, merci. Excusez-moi, je checkais pour la fonction de lever la main. Ça peut peut-être fonctionner. Je ne sais pas si vous avez le bouton, mais si vous avez le bouton, essayez de cliquer dessus si vous avez une question, évidemment. Puis vous devriez avoir, là, dans le fond, on va vous autoriser, on vient de le voir, là. Excusez-nous pour le petit pépin technique. Fait que vous pouvez lever la main si vous avez une question. On peut peut-être en prendre une tout de suite. Marion, excusez-moi, je vois pas. On est sur deux écrans en même temps, là. Fait que Marion. Oui. Est-ce que vous Oui, m'entendez? voilà. Oui, on t'entend. Bon. Ah oui, j'étais en train d'écrire ma question dans le chat. Puis là, laisse-moi une seconde, une très très petite seconde pour la recopier quelque part. Parce que moi, dans le fond, je travaille en gestion forestière. Je travaille pour une industrie forestière. Puis je suis détentrice de certificats par le FSC. Donc FSC Canada Forest Stewardship Council. Puis il y a plusieurs choses qui m'interpellent dans ce que parce que c'est vrai que c'est un sujet qui nous intéresse aussi là, surtout en forêt publique. Dans le fond, ma première question c'est de savoir est-ce que présentement euh, les AMCE sont considérés dans le registre des aires protégées du Québec parce que j'étais voir puis j'ai pas su voir s'il y avait déjà des AMCE dans le registre, parce que ça, c'est des choses qui est important de savoir différencier. Par exemple, quand je fais des portraits d'aires protégées pour mes unités d'aménagement, ben c'est des choses qui sont importantes de comprendre. Oui, Ça, c'est ma première question. Je continue comme ça. Et puis après ça, ma deuxième question, c'était, est-ce que parce que, tu sais, il y a comme un souci, entre guillemets, tu sais, je vois les activités qui sont compatibles. On voit comment je dirais, la civiculture durable, comment vous avez dit, il me semble? Ou l'utilisation durable de la ressource forestière. Bon, là, j'ai un souci, moi, un peu avec ça, puis je pense que vous l'avez probablement déjà fait dire, mais tu sais, au Québec, en forêt publique, tous les aménagements sont c'est l'aménagement forestier durable, fait que tu sais, ça va être difficile de différencier. Enfin, en tout cas, c'est pas moi qui va faire la différence entre un aménagement qui est durable ou pas. Et en fait, ma question, c'est est-ce que je sais pas si vous savez, mais tu sais, le ministère des Ressources naturelles a comme un système de gestion environnementale qui permet de mettre des protections ou des modes de gestion, des gestions en fait, des mesures de mitigation pour un grand nombre d'usages forestiers. On appelle ça les affectations du territoire.
Et là-dedans, il y a des choses sociales puis écologiques. Il y a des choses qui n'ont pas rapport avec les AMCE, mais il y a des choses qui ont probablement rapport. Et moi, je le sais parce que, dans le fond, moi, avec la certification FSC, je dois comme valoriser ça, justement, les affaires sociales versus écologiques. Et je me disais, est-ce qu'il va y avoir un travail de réaliser par rapport à ça? Parce qu'il y aurait beaucoup de choses à mettre là-dedans. Puis il y a aussi, je sais que le forestier en chef a fait des analyses pour reconnaître, par exemple, les bandes riveraines ou tu sais, toute autre forêt résiduelle, dans le fond, où il y aura jamais d'aménagement forestier à long terme, ou s'il y en aura jamais, euh, ça va être modulé. Dans le fond, ça va être des modes de gestion qui vont permettre une conservation à long terme d'une certaine valeur de biodiversité. Oui, pour la première question, dans le fond, pour le registre d'aires protégées des AMSA, en ce moment, il n'y en a pas d'AMSA, donc ça, c'est normal que OK. vous n'en voyez pas. Fait que c'est juste les aires protégées que vous voyez, mais au fur et à mesure qu'ils vont être reconnus, ils vont être ajoutés. Anne-Sophie, pour la pour la deuxième partie de la question, je te laisse répondre. Je sais que c'est un enjeu assez Oui. récurrent. Je vais commencer de façon générale en disant que les AMC n'ont pas été prévus pour reconnaître des zones qui sont vouées à l'exploitation des ressources naturelles. Donc, il y a une autre cible pour ça qui est prévue dans le cadre mondial, c'est la cible 10, qui prévoit justement reconnaître l'utilisation durable de l'utilisation des ressources naturelles. Donc, c'est sûr que pour ce qui est d'un grand territoire, hey, je vous vois plus, je me demande si c'est normal. OK, c'est bon. C'est juste la présentation qui s'est fermée. OK. Je suis sûre que j'avais pas été déconnectée. Euh, donc oui, c'est ça. Pour une zone là où ce serait vraiment, tu sais, même si le gouvernement juge, par exemple, que tout l'aménagement forestier est durable au Québec, nous, c'est pas nécessairement ces zones-là qui nous intéressent. Donc, on est plus en train de regarder des zones qui sont retirées de façon permanente là, de l'aménagement forestier. Et puis, vous avez mentionné la certification FSC. Effectivement, nous, on voit un lien là, qui pourrait être intéressant à exploiter dans ce cas-ci, considérant que la certification demande aux entreprises là, de retirer certaines zones de la capacité forestière quand il y a des caractéristiques biologiques importantes là, à protéger. Fait qu'on est déjà en train de regarder ça de notre côté. Puis, bon, je pense que ça répond à la deuxième question par rapport à FSC. La troisième sur les unités d'aménagement ou l'affectation du territoire. On travaille aussi avec le MRNF là, pour voir justement si il y aurait moyen peut-être de bonifier dans certains cas des zones qui ont une affectation particulière. Je pense à l'affectation récréotourisme ou je suis plus sûre si c'est ça le nom exactement de l'affectation, là, mais tu sais, qui prévoit déjà de l'aménagement particulier, par exemple, dans les parcs régionaux, ce genre de choses-là, si on pourrait pas venir bonifier ces initiatives-là pour les rendre encore plus durables pour la conservation de la biodiversité. Fait que voilà, j'espère que ça répond à toutes les portions de la question. Oui. Mais sinon, vous pouvez aussi nous écrire par courriel. On a mis l'adresse courriel dans le chat si vous voulez plus de détails. Parfait. On va passer à la prochaine question, dans le fond, dans le Q&A. Avec le projet de loi 86, je me suis unmute, ouais. Avec le projet de loi 86, y a-t-il des dispositions qui pourraient faciliter ou, au contraire, compliquer la mise en place des AMCE? Merci. Ça va être une question pour Anne-Sophie aussi. Oui, c'est certain que c'est tôt pour parler de ça, là, considérant que c'est encore en développement le dossier. Mais c'est clair que nous, on y voit une opportunité peut-être de se donner des moyens là, pour faciliter la création. Donc, vraiment mettre des nouvelles AMCA peut-être en terre publique. Donc, dans le projet de loi 81, il y a une modification là, de ce qui touche au milieu naturel désigné par un plan. Qui en ce moment est utilisé pour la conservation de milieux humides et hydriques principalement, mais qui pourrait peut-être être étendu. Donc, c'est sûr que nous, on y voit une opportunité intéressante pour plutôt venir faciliter la conservation et non la compliquer. Merci Anne-Sophie. Il est quasiment 11 heures. Je veux juste aviser que nous, on reste pour répondre à vos questions au besoin. Fait que ceux qui doivent quitter, vous pouvez quitter, mais on reste à votre disposition. Je vois une autre main levée. J'ai vu Sabrina Lavallée. Je sais pas, je vais permettre de parler. Je pense que la main avait été levée au début, fait que je sais pas si la question est encore là. Normalement, vous devriez être en mesure de parler. Mais je pense que non. Fait qu'on va passer à
Clara Canac, je vois pas le nom au complet. Donc, Clara, tu peux y aller. On t'entend pas. Normalement, tu devrais avoir l'autorisation de parler. Ça se peut que tu sois sur mute. On va essayer de revenir vers toi tout de suite après. Je vais passer à euh, Isabelle Grégoire. Excusez-moi, j'ai de la misère. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Excellent. Je suis de la fiducie foncière du Mont-Pinacle, dans Brome-Missisquoi, dans les Appalaches du sud du Québec. Et on est peut-être trop rapide. On a déjà soumis dans la semaine dernière un dossier qu'on aimerait présenter en AMCE, qui est le parc municipal de Frédéricsburg, qui est déjà qui est pas une aire protégée, c'est un parc, mais sans conservation pérenne. On avait certaines informations, mais il manquait, là je vois là qu'il manquait toute l'évaluation écologique, par exemple, ou tout ça. Est-ce que on peut s'attendre à ce que vous nous contactiez rapidement pour nous aider à pas travailler dans le beurre, là, puis à bien aller chercher des informations que vous avez besoin? Puis voilà. Donc ma question, c'est les échéances. Est-ce on est allé trop vite? Non, non, pas du tout. Ben, on a vu on a vu votre demande passer. On n'a pas eu le temps de l'analyser, évidemment, parce qu'on Oui. préparait le webinaire, là, mais ça va commencer dès maintenant. On va commencer à recevoir des demandes. Donc, on va essayer d'y aller en ordre de priorité le plus possible. Donc, on devrait regarder ça bientôt. Si jamais il manque des informations, on va vous contacter. Puis dans certains cas, on associe dans le fond à certains organismes de conservation locale s'ils sont intéressés. Donc, on va juste falloir patienter quelques jours, quelques semaines tout au plus, puis on va rentrer en contact avec vous certainement. OK. Parce qu'en fait, on a fait la demande. La question, c'était est-ce qu'on va faire la demande au nom? Nous, est-ce qu'on la fiducie accompagne la municipalité à faire la demande ou Je est-ce vois. que c'est l'organisme de conservation qui fait la demande pour une municipalité? Ben dans le fond, tout ce qui est important, si vous êtes le porteur de dossier, vous pouvez faire la demande à votre nom. Donc, dans la section 1 du formulaire, vous remplissez vos informations à vous, évidemment. Tout ce qu'il faut, c'est le consentement de l'autorité responsable du site si vous ne l'êtes pas. OK. Mais si c'est vous qui gérez la demande de proposition d'AMCE, c'est vraiment vous qui êtes responsable du processus en tant que tel. OK. OK. Évidemment, l'autorité responsable peut être impliquée à un niveau ou à un autre, là, selon leurs intérêts et la capacité des gens. Mais c'est vraiment le porteur du dossier qui va être accompagné à travers le processus directement. OK. OK. Dans Ben, ce cas-ci aussi, Nature Québec va pouvoir vous aider puis vous guider à qu'est-ce qui serait important de dire justement dans ce cas-ci au propriétaire qui est la municipalité, là, si je comprends bien. Oui, oui. Fait que c'est sûr qu'ils vont pouvoir vous aider dans le processus. Puis éventuellement, il y a une des étapes qui va être l'obtention de leur consentement, mais en préalable, il va sûrement falloir leur avoir expliqué le processus, expliquer le concept, peut-être mettre un mécanisme en place. Donc, ça se peut que vous ayez en ce moment pas tous les mécanismes. Si oui, Nature Québec va pouvoir vous conseiller puis vous accompagner. Donc, c'est bien correct que vous ayez déjà soumis une proposition. Là. On est conscient que c'est pas tout qui va être parfait dès le début. Le but, c'est justement de supporter et venir compléter les initiatives en cours. Donc, et puis on est vraiment dans un contexte très favorable là, parce que on a déjà travaillé à plusieurs reprises dans les dernières années avec la municipalité. Ils sont très au courant. On a déjà un projet de conservation avec eux. Fait que c'est pour ça on était rapide, mais je pense que on est prêt. Parfait, merci Isabelle. Je vais juste Clara, on va revenir à toi si ça fonctionne. Je vais passer à une question Q&A, une question d'alterner. On a une question de Frédéric Scheer. Certains bailleurs de fonds prévoient-ils soutenir ou financer la mise en place des AMCE? Comme j'ai mentionné au début, le projet AMCE il est financé entre autres par SCCC puis le MLCCFP. Donc, de notre côté, nous, dans le fond, à travers ça, on va accompagner les parties prenantes pour aider dans tout ça. Mais sinon, si des organismes individuels, par exemple, ont besoin de financement, il faudrait aller chercher du financement indépendant. Je ne sais pas si le MSSFP
en offre, Anne-Sophie, ça me surprendrait, mais ça On serait... est surtout en train de regarder justement si l'offre actuelle de financement via, par exemple, des programmes de la Fondation de la Fonde répondent aux besoins. Il n'y a pas nécessairement un financement lié directement à l'AMCE, mais il y a beaucoup de financements existants pour supporter des projets de conservation qui pourraient être la reconnaissance, mener à la reconnaissance de l'AMCE. Donc ça, c'est sûr on va voir dans les prochains mois si les gens nous disent qu'il y a vraiment des manquements qui savent pas en fait où aller chercher du financement. On va essayer peut-être là, de les diriger vers les bonnes ressources, mais oui, je conseille vraiment de commencer par regarder les programmes de financement de la Fondation de la Faune du Québec. Puis ben, dans le cas des organismes de conservation, il y a le programme Accélérer la conservation au sud du Québec, si vous vous trouvez là, c'est ça, dans la zone visée du Québec. Donc ça aussi, ça va être à développer, là, dépendamment des besoins qu'on identifie dans le futur. Parfait, merci. Clara, tu as l'autorisation de discuter. Je ne sais pas si tu es sur mute encore, si ça fonctionne. On ne t'entend pas de notre côté. Fait que sinon, tu peux peut-être juste la mettre dans Q&A, puis on va chercher pour pouvoir y répondre tout de suite. Si ça te convient. Es-tu déjà là? Non? J'ai une question aussi justement pour les organisateurs. Est-ce que si on répond, par exemple, aux réponses dans le chat, parce que je vois qu'il y en a plusieurs, puis on viendra sûrement pas à bout, est-ce qu'on peut répondre quand le webinaire est terminé, puis est-ce que les gens vont recevoir ces réponses-là ou ils n'auront plus accès? C'est une bonne question, c'est Q&A, on le reçoit en fichier quelconque, sinon on peut peut-être prendre un screenshot. Ouais. Parfait. Marie-Michel va s'occuper de copier, fait qu'on va essayer de répondre. Parfait. Avec les gens, là, si jamais on n'a pas répondu à vos questions, on va essayer de vous acheminer des réponses quand même d'une façon ou d'une autre. Ouais. J'avais une question dans le Q&A que Marie-Michel m'a montré, est quand même pertinente. Le formulaire, en fait, là, de dépôt que vous avez en ligne, il y a quelqu'un qui demandait si on pouvait le sauvegarder à mi-chemin puis le compléter plus tard. La réponse, c'est oui, normalement. Faut juste pas supprimer, je pense, les cookies sur votre navigateur web. Donc, normalement, si vous quittez le site et que vous revenez, normalement, les informations sont déjà remplies. Fait que je comprends d'où l'importance du formulaire en PDF, ça s'en vient. Mais vous pouvez pas faire plusieurs demandes en même temps, à ce que je sache, à moins que vous utilisiez plusieurs navigateurs web, mais là, c'est pas full pratique. Donc, le formulaire PDF s'en vient très, très, très bientôt. C'est bon? Je passe à Louise Gratton. Tu devrais pouvoir parler maintenant. Oui, en fait, j'ai écrit dans le Q&A aussi, mais j'ai regardé ma question, ça a plus l'air d'un commentaire que d'une question. Alors, je reformule. Quand j'ai vu dans votre formulaire, est-ce que votre site est enregistré au RMN? Je m'attendais à autre chose que vous allez travailler avec le RMN pour vous aider à remplir le formulaire. Je trouve que ça irait beaucoup plus vite. En fait, ça aiderait beaucoup les organismes, vu qu'il n'y a justement pas de financement pour remplir ces formulaires-là. Vous réalisez que ça prend du temps. Quand tu es un organisme qui détient plusieurs propriétés, ça peut être une tâche, surtout si tu n'as pas d'employés, là, que tu as des bénévoles. Même quand tu as des employés, quand même, tu les payes. Je me demande pourquoi une propriété qui est détenue en plein titre par une ONG ou une propriété qui a une servitude au bénéfice d'une ONG, qui a passé à travers le processus très rigoureux du don écologique qui demande exactement les mêmes choses que vous demandez dans votre formulaire, ne pourrait pas avoir un genre de formule fast-track, dire, OK, ils ont déjà répondu à toutes les questions sur la valeur écologique, sur pourquoi c'est protégé, comment ça va être géré. Tout ça a déjà été répondu, en plus que souvent, ils ont au-dessus du financement pour passer au travers de toutes ces étapes-là. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un processus fast-track pour... tu sais, tu as un formulaire à remplir parce que c'est pas tout le monde qui veut faire reconnaître leur propriété comme des AMCE, mais peut-être que, surtout si c'est une servitude, là, parce que les propriétaires, il faut qu'ils soient remplacés. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une façon de juste dire, bon, ben voici la propriété, sa superficie, j'ai l'appropriation du propriétaire, mais répondre à toutes les autres questions, ça prend quand même du temps. Et puis, comme je dis, ils ont déjà passé au travers ce processus-là. Oui, c'est un super bon point. Merci, Louise. En fait, j'ai peut-être mal expliqué, mais les sites qui sont déjà sur le répertoire du RMN, là, normalement, le RMN va s'en charger avec la capacité qu'ils ont, évidemment. Donc, c'est pour ça que je dis, si vous êtes un organisme de conservation, checkez avec le RMN juste pour être sûr, mais ceux qui sont déjà sur le répertoire,
ils vont être réanalysés par le RMN juste pour s'assurer que ça cadre bel et bien à titre d'AMCA. Puis eux, ils vont nous le soumettre. Nous, on fait une analyse finale. On fait tout ça comme à l'habitude. Donc, normalement, si tu es un organisme de conservation, que tu as fait tout le processus pour soumettre au répertoire, normalement, vous ne devriez rien avoir à faire. Ah. J'allais dire, en fait, on vous invite à ne pas resoumettre un projet parce que ça va venir bloquer, en fait, même l'évaluation de nouveaux projets. Fait que, effectivement, si votre site est déjà inscrit au répertoire du RMN, on va l'évaluer avec le RMN. Donc, s'il vous plaît, ne pas re-remplir un formulaire. OK, ben c'est hyper important parce que c'était pas clair. Puis là, je voyais un peu ça contre-productif des organismes dire, ben, gars, fuck it, moi, j'ai pas le temps de faire ça. Moi, c'est protégé. Donc, hyper important. Merci. On va s'assurer que ce soit écrit de façon plus évidente, là, puis peut-être qu'on va envoyer dans les réponses, tu sais, on va faire un petit retour là, vraiment respécifié, mais merci pour le point, c'est important. Okay. Puis peut-être aussi, tu sais, Simon, t'as présenté les rôles de chacun, là, mais peut-être redire le rôle aussi particulier du RMN. C'est ça, dans le fond, ce que j'avais précisé tantôt, j'ai peut-être pas été assez clair, mais c'est pour ceux qui veulent soumettre un nouveau site, qui doivent faire le processus avec le RMN de toute façon parce qu'ils le font à l'habitude plus AMCA. Là, c'est juste de voir avec eux. Mais c'est ça. Pour ceux qui sont déjà sur le répertoire, là, vous avez rien à faire. J'ai pas revu votre formulaire, là, mais peut-être quand vous posez la question, est-ce que vous êtes inscrit au RMN? J'ai pas vu le formulaire. Bon, ben, vous devriez écrire, contactez le RMN pour arrêter de remplir le formulaire. Vous éviterez de recevoir toutes les il faudrait que je vérifie si j'ai mis une condition à cette réponse-là, mais je vais vérifier puis je ferai l'ajustement. Okay. Parce qu'effectivement, c'est demandé au moment où on demande est-ce que vous êtes déjà reconnu comme aire protégée ou êtes-vous inscrit au répertoire du RMN. Donc, il faudrait qu'à ce moment-là, c'est vrai qu'on dise si c'est le cas pour un des deux, s'il vous plaît, ne pas continuer. Donc, on va s'assurer que c'est plus clair et évident. OK, merci beaucoup, Louise. Parfait, on va repasser au Q&A. Quels sont les délais approximatifs? C'est une bonne question. Les délais approximatifs pour l'évaluation d'un site et avant son intégration officielle au registre. Donc, Anne-Sophie, je te dis, tu répondras pour le côté MLCCFP. De notre côté, ça dépend vraiment beaucoup. Pour reprendre, mettons, un cas du RMN qui est déjà dans le répertoire, qui a déjà la valeur de biodiversité, il y a une servitude de conservation. Des cas simples, ça peut être super rapide. C'est dur à dire, peut-être quelques jours pour nous de notre côté. On fait nos recommandations, dépendamment de notre capacité, évidemment, puis on envoie ça au MLCCFP. Mais il y a des cas plus techniques. On se creuse un peu la tête. Il faut demander l'avis d'un spécialiste externe, un deuxième, un troisième avis selon le cas. Donc, ça peut prendre là, quelques semaines, voire quelques mois si, en plus, il faut obtenir d'autres documents si la demande n'est pas complète ou quoi que ce soit. Donc, ça varie énormément. Pour ce qui est du MLCCFP de votre côté, Anne-Sophie, tu peux peut-être répondre si vous avez une idée. Oui, ben ça, de notre côté aussi, ça va être rapide parce qu'on va être en mode évaluation finale avec recommandations. Théoriquement, on va avoir toutes les pièces justificatives nécessaires. Fait que ça devrait pas être très long. En terre privée, ça va être particulièrement rapide, je pense, parce qu'il risque d'avoir moins de problèmes du côté du gestionnaire d'avoir la capacité, en fait, à limiter les activités. Honnêtement, pour les projets sur le domaine de l'État, les terres de l'État, ça risque d'être un peu plus long parce que c'est clair qu'on va devoir, nous, avoir des discussions avec les autres ministères pour venir, peut-être, dans certains cas, ajouter un mécanisme qui va permettre la conservation à perpétuité. Fait qu'on s'attend peut-être à ce que certains projets en terre publique, qu'il y a des propositions qui sont imparfaites, puis que nous, on doit démarcher pour vraiment s'assurer que la zone est admissible comme AMCA. Fait que je vous dirais, projet en terre privée, ça devrait pas être très long. Projet en terre publique, ça pourrait prendre un petit peu plus de temps, donc on va vous demander d'être un peu plus patient, puis évidemment, on va vous tenir au courant de comment ça avance, puis on va vous faire des retours. Mais c'est ça, on vise vraiment un processus rapide, simple et efficace, là, comme vous pouvez le voir. Fait qu'on aimerait que ça dépasse pas quelques mois là, dans tous les cas. Merci Anne-Sophie. Vincent Buissière, je vous ai donné l'autorisation de parler. Oui, bonjour. Ma question porte justement là, sur les terres publiques. En fait, disons deux catégories de terres publiques, que ce soit en terres publiques intramunicipales ou en territoire non organisé.
Lorsqu'on veut soumettre un projet dans un des deux cas, qui vous considérez comme étant l'autorité responsable? Est-ce que c'est, dans ce cas-ci, la municipalité, la MRC? Est-ce qu'on doit nous-mêmes s'adresser au MRNF lorsqu'on parle comme ça en terre publique? Puis, je donnerai là juste un exemple un peu plus concret. Forêt d'enseignement et de recherche, ça semble correspondre à tous les critères. C'est géré par un cégep ou une université, mais ça se trouve en territoire public, à l'intérieur d'un territoire non organisé. À qui on demande pour fournir là, le bon consentement dans le dossier? Oui, dans le fond, nous, on a ciblé les forêts de recherche et d'enseignement comme étant des zones qui ont un potentiel pour la reconnaissance, comme AMCA. Dans ce cas-ci, on veut vraiment que la personne gestionnaire là, soumette le site. Puis après, nous, on va pouvoir regarder avec le MRNF dans ce cas-ci que ça répond eux aussi à leurs besoins là, dans ce cas-ci. Fait que vous pouvez travailler directement avec nous, soumettre là, le formulaire comme pour les autres projets. Puis après, nous, on va s'assurer d'aller chercher l'accord là, du ministère dans ce cas-ci. Donc, dans ce cas-ci, ce serait uniquement auprès du cégep ou de l'université pour la forêt d'enseignement de recherche et non pas auprès de la MRC, même si c'est à l'intérieur de leur TNO. Exactement. D'accord. Merci. Dans ce cas-ci, l'autorité responsable qui assure la gestion du site au quotidien, c'est vraiment l'université. Par contre, elle n'est pas nécessairement propriétaire. Donc, c'est pour ça qu'on va peut-être devoir aller chercher un accord supplémentaire. Mais c'est pas nécessaire de l'avoir quand vous proposez la zone. Fait que vous pouvez aller soumettre un formulaire puis dire que vous n'avez pas nécessairement obtenu le consentement. Puis quand c'est des terres du domaine de l'État, dans ce cas-ci intramunicipal ou non organisé, on va vraiment, nous, aller consulter le MRNF ou, dans certains cas, c'est nécessaire, la municipalité. Fait que... Merci. D'accord. Merci. Je prends une question du Q&R. C'est en anglais, là, la traduction, elle marche-tu finalement? Y a-tu un bug? Ça va? Parfait. Fait que je la réponds en français. Are First Nations consulted during the site selection process? Donc, est-ce que les communautés autochtones sont consultées durant le processus de sélection? Là, je ne sais pas de quelle étape on parle ici exactement, si c'est le processus de dépôt ou vraiment de sélection quand à savoir si on accepte ou non une AMCA. Donc, Anne-Sophie, tu peux peut-être préciser pour cet aspect-là. Normalement, évidemment, oui. Là. En terre privée, c'est un peu plus tricky, mais s'il y a une Première Nation qui serait affectée par la décision ou qui est juste partie prenante sur un site en particulier ou quoi que ce soit, évidemment, il faut qu'elle soit consultée. Mais c'est un peu particulier, contrairement par exemple aux aires protégées, parce que les AMCS, c'est une reconnaissance de ce qui est déjà en place, donc il ne devrait pas avoir de changement ou quoi que ce soit. Donc, normalement, les Premières Nations ne devraient pas être affectées, du moins négativement, par ce genre de reconnaissance-là, mais évidemment, c'est fortement encouragé de les consulter, que ce soit des Premières Nations ou n'importe quelle autre partie prenante là, qui est un utilisateur du site ou quoi que ce soit. Anne-Sophie, tu peux peut-être corriger en terre publique, évidemment, c'est sûr que oui. Tu peux peut-être ajouter à ça pour le côté... En fait, c'est ça. Nous, on encourage fortement les gens qui vont soumettre des projets à concerter l'ensemble de leurs parties prenantes ou, comme Simon disait, les utilisateurs du territoire. Ça inclut les communautés autochtones locales qui pourraient être influencées par les activités du site. Pour ce qui est de choses en terre publique, bien évidemment, le gouvernement continue d'honorer toutes les ententes existantes. Puis comme on mentionnait, il n'y a aucune modification de propriété, de gestion ou d'activité qui a déjà lieu sur le territoire. Donc, il ne devrait pas avoir d'impact là, sur les communautés locales là, par rapport à la reconnaissance en elle-même. Donc, on va aussi s'assurer en fait d'informer les gens quand il y a une AMCA qui a été reconnue. Fait qu'envoyer une lettre d'information là, aux communautés, autant les municipalités que les communautés autochtones qui sont concernées. Là, fait que il va y avoir un peu à la façon des réserves naturelles, là, pour ceux qui sont familiers avec le processus, une lettre là, qui informe l'ajout au registre.
Merci Anso. Je vais passer à Camille dans quelques secondes, juste passer les Q&A parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Est-ce que la reconnaissance AMSA offre des avantages fiscaux aux propriétaires? Pour l'instant, non. Anne-Sophie, tu peux corriger s'il y a quelque chose qui s'en vient, mais normalement, il n'y a pas d'incitatif financier pour l'instant. Les avantages, c'est vraiment plus par rapport à l'utilisation du site, la mise en valeur, etc., la contribution à la site 3030, tout ça, c'est comme je l'ai montré un peu plus tôt, c'est vraiment contextuel au gestionnaire, puis au contexte, puis tout ça. Donc voilà, puis une question juste en dessous, quel financement pour faire tout ce travail en amont? Certaines régions sont en surmenage bénévole et n'arriveront pas à faire tout ça bénévolement. Des options. C'est un peu particulier, puis c'est sûr qu'à travers notre accompagnement, c'est limité dans un sens. On peut pas nécessairement faire des caractérisations de milieu. Il y a peut-être des organismes dans votre coin qui peuvent vous aider dans tout ça. Fait que ça, c'est à voir au cas par cas comment qu'on peut vous aider, soit en support physique si on veut, versus financier. Voilà. Je pense. Je vais peut-être compléter sinon en disant qu'effectivement, il n'y a pas nécessairement un financement qui est lié à la reconnaissance. Le financement est surtout lié aux moyens que vous allez mettre en place pour obtenir une reconnaissance. Donc, par exemple, les municipalités peuvent bénéficier d'un un remboursement de taxes pour certains mécanismes qu'ils mettent en place. Il y a des programmes de financement qui sont offerts à des propriétaires privés, comme par exemple des propriétaires forestiers, pour aller chercher une connaissance écologique sur leur territoire et puis les aider à planifier un aménagement forestier qui est plus durable. Fait que, si vous avez besoin d'aide pour trouver un financement en amont d'une reconnaissance, vous pouvez nous contacter puis on va essayer de vous diriger vers le meilleur programme ou en tout cas votre organisme local peut-être qui peut vous aider. Mais faut vraiment savoir que l'inscription au registre, elle, ne vient pas avec d'emblée un financement. Fait que parce que théoriquement, la reconnaissance ne change rien. Les choses ont déjà été faites en amont pour arriver à être reconnues. Fait que et c'est différent pour chaque contexte. Donc le financement va pas être nécessairement de la même source. Mais je vois qu'il y a un besoin, en fait, peut-être, de faire un outil qui pourrait diriger les gens vers tous les programmes de financement existants. Je pense que ça pourrait être intéressant. Là. Je vois que les gens sont peut-être pas au courant de ce qui est disponible pour eux en fonction de s'ils sont une municipalité, justement un propriétaire privé, une communauté autochtone. Fait qu'on va s'assurer de mettre ça peut-être dans notre boîte à outils là, dans le futur, que ce soit accessible à tous. Merci Anne-Sophie. Camille Péloquin, vous avez l'autorisation de parler. Oui, est-ce qu'on m'entend bien? Oui, bonjour. Oui, on vous entend. Ah oui, ok, je m'excuse. C'est seulement par rapport à la question de Frédéric Scheer qui mentionnait le PL 86. Sauf erreur de ma part, Anne-Sophie, vous avez mentionné PL 81, mais c'est plutôt par rapport au territoire agricole. Donc, je suis seulement curieuse d'en entendre un petit peu plus là, sur les AMCE en terre zonée agricole. Est-ce qu'il y a des enjeux particuliers? Est-ce que ça va être possible, fait de la même façon? Fait que juste vous entendre un petit peu là-dessus. Oui, je parlais vraiment du PL 81 là, qui, lui, modifie différentes choses sur l'environnement. Là, c'est assez varié, mais on s'intéressait plus justement au MNDP dans la modification de cette loi-là. Pour ce qui est du projet de loi 86 sur le territoire agricole, c'est sûr que nous, on suit le dossier de près parce qu'effectivement, ça change un peu la donne sur comment les choses étaient faites par le passé. Nous, notre vision, en fait, c'est vraiment de s'assurer que l'AMCE ne vient pas empêcher une activité agricole. C'est pas son but. Comme on l'a mentionné, en fait, les AMCE peuvent avoir un objectif premier qui est différent de la conservation. Donc, dans ce cas-ci, l'objectif de la zone principale peut demeurer les services alimentaires, de cultiver ou peu importe. Mais il va falloir qu'on encadre et qu'il y ait un mécanisme qui encadre c'est quoi le type d'activité qui se produit, tu sais. Puis là, j'avoue qu'on est quand même au début des réflexions de ce côté-là pour qu'est-ce qu'une activité durable, autant agricole que forestière, mais on travaille vraiment fort pour essayer de développer les modalités qui vont pouvoir venir encadrer les activités d'utilisation des ressources naturelles dans les AMCE. Fait que on va vous tenir au courant là, dès qu'on a plus de détails, mais on essaie vraiment là, de travailler avec les gens qui sont le MAPAC, l'UPA, puis les gens plus du côté forestier, les petits et grands propriétaires pour établir des modalités. Entre autres, par exemple, une servitude de conservation forestière là, qui pourrait venir aider les propriétaires à mettre en place des pratiques qui sont plus respectueuses de la conservation de la biodiversité. Fait que je sais pas si ça répond un peu à la question. On va s'assurer de sortir des notes ou informations supplémentaires dès que ça va être disponible.
Génial, merci. Merci, De rien. Camille. J'essaie de passer, il y a vraiment beaucoup de questions dans le Q&A, fait que j'essaie de varier un peu. J'en ai une intéressante ici. Je suppose que les ententes de comptabilisation entre le Québec et le Canada sont similaires à celles comptabilisant les aires protégées. Y a-t-il une disparité dans les lignes directrices que le fédéral promeut et que d'autres provinces adoptent et celles du Québec? Anne-Sophie? Oui, ben je dirais en fait que les principales différences, c'est que le Canada est resté quand même un petit peu plus flexible ou ouvert sur ce qui représente un mécanisme efficace, j'ai l'impression. Nous, on veut vraiment en fait qu'une fois qu'une zone est reconnue comme AMCE, ben elle soit conservée sur le long terme réellement. Fait que je dirais qu'on prend peut-être moins un gros niveau de risque de ce côté-là. Puis ben tu sais, on a aussi un système minier qui est particulier au Québec, fait que un régime minier qui est particulier, fait que ça aussi, je pense que ça influence la façon dont on peut identifier des AMCE. Les droits miniers, quand ils sont octroyés, ben je veux dire, ils vont demeurer présents, donc c'est sûr qu'il faut les prendre en considération. Puis c'est pas le cas pour d'autres provinces du Canada, donc ça peut être assez différent. Donc c'est sûr que nous on a dû se pencher sur comment on allait fonctionner avec le régime minier. Est-ce qu'il y a d'autres différences sinon? Je sais qu'il y a d'autres provinces aussi qui ont reconnu rapidement des AMCE puis qu'ils ont retiré éventuellement parce que, par exemple, il y avait reconnu des grandes surfaces de forêts aménagées qui étaient vraiment exploitées de façon plus intensive. Puis finalement, ils se sont ravisés puis ils l'ont retiré. Donc, je pense que ça, c'est les principales différences, mais autrement, c'est sûr que nous, on fonctionne aussi avec les lois qui sont propres au Québec. Fait que nos lois permettent des outils légaux qui mènent à de la conservation. Fait qu'on n'avait aussi pas le choix de d'éplucher toute la loi pour essayer de voir c'est quoi nos opportunités, en fait, autres que les aires protégées au Québec. Fait que je pense que ça ressemble à ça, Marie-Beau. Merci. J'espère que ça aide. On va passer à Philippe Bertrand, puis après ça, il nous reste quelques minutes, on va pouvoir passer quelques questions. Donc, Philippe, c'est à toi. Oui, bonjour Simon, Anne-Marie, merci beaucoup. En tout cas, de la présentation. Une petite question, vite, au niveau plus gestion, au niveau des suivis écologiques puis d'évaluation continue et régulière qui sont mentionnées dans les lignes directrices. On se demandait s'il y avait potentiellement, éventuellement, des fonds qui pourraient être éventuellement alloués aux organismes de conservation ou aux autres gestionnaires des AMCE qui seraient éventuellement désignés. Bonne question, ça revient beaucoup, ça. Anne-Sophie, je te laisse répondre. Ouais, ben, c'est vraiment un souhait, là, puis je vous le cacherai pas, c'est pas nécessairement moi qui va le décider. C'est vraiment une volonté, je pense, de supporter les gestionnaires du mieux qu'on peut. On le voit un peu aussi comme vous contribuez justement à l'atteinte de cibles gouvernementales, ben en échange, on veut s'assurer que vous ayez les moyens pour maximiser les résultats positifs pour la biodiversité. Après, comment est-ce qu'on va fonctionner, c'est pas encore clair. Comme je disais, il y a des programmes de financement qui sont déjà accessibles, mais c'est sûr qu'on aimerait développer l'offre là, dans le futur pour que tous les gestionnaires d'AMC reconnus soient soutenus, puis que ce soit pas difficile d'avoir accès à du financement. Mais tu sais, pas de promesse, comme je disais, c'est vraiment à voir comment ça va évoluer. Super, ben merci. En tout cas, c'est sûr qu'on est très compréhensible de la situation, puis tout ça, c'est tout ça en processus puis en développement. Puis j'aurais une deuxième question aussi au niveau, je l'ai posée dans le Q&A, mais juste pour, vu que j'en profite, vu qu'on a le micro, mais c'est à savoir si, pour faire du pouce sur la question de Louise, qui mentionnait justement s'il y avait un processus fast-track là, pour les organismes de conservation. Mais là, on se demandait si c'était la même chose lorsque le bénéficiaire était une municipalité pour les dons écologiques. OK, qui a déjà reçu un don écologique, qui a déjà fait le processus. Exactement. Oui, ben dans ce cas-ci, en fait, vous aussi, vous devriez être inscrit au répertoire de RMN, si je ne me trompe pas. Là. Pas de connaissance, non. Non? OK. Dans ce cas-ci, vu qu'on ne connaît pas nécessairement votre cas, il va peut-être falloir remplir un formulaire, malheureusement, là, parce qu'on n'aura pas accès aux informations. Pour les sites qui sont déjà inscrits au RMN, c'est facile parce que eux ont déjà réalisé l'analyse puis ils peuvent nous fournir le justificatif, les pièces justificatives. Mais là, dans ce cas-ci, on n'aura pas accès nécessairement aux documents de la municipalité. Fait qu'il va falloir passer par le processus complet. Là.
C'est ça. Tu sais, dans les cas un peu plus complexes de même, parce qu'on a le processus avec l'RMN, ça va être assez fluide, mais si jamais il y a des processus similaires là, ou des bases de données similaires, où il y a plein de sites qui sont tous tu sais, des wins faciles, si on veut, pour les AMSUB, on discutera ensemble là, pour voir comment on peut faciliter le processus pour pas que justement que ce soit lourd là, pour ces organismes de conservation-là ou pour les municipalités même. Là. Fait que Ouais, ben c'est ça, je garde en tête ce cas-là là, de don écologique déjà reçu pour une municipalité, puis voir s'il n'y aurait pas moyen de vous faciliter aussi la vie là, si vous avez déjà justement fourni tout ce qu'il faut pour le processus de don écologique. Fait qu'on va essayer de vous revenir là-dessus. merci Philippe. Oui, merci. Bon, ben, il est 11h30, on a répondu à 54 questions dans le Q&A, plusieurs à l'oral, puis tout ça, donc, puis il en reste encore 28, donc on va essayer de faire en sorte de tout prendre ces questions-là, de faire une espèce de résumé, là, on va trouver quelque chose, mais pour l'instant, ça fait le tour pour nous, je vais juste passer à la prochaine diapo. Donc voilà, tout est lancé, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse qu'il y avait là, à la prochaine à la diapo précédente, vous pouvez nous suivre sur les médias sociaux. Puis pour les prochaines étapes, eh ben c'est ça. Il va y avoir la communauté de pratique, donc on va, en espérant vous voir là. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à tous.